On a vu que la cybersécurité était donc au cœur des priorités du gouvernement. Ça tombe bien, c'est l'objet de notre deuxième table ronde de la journée autour de la confiance numérique. Et je vais tout de suite demander aux 7 participants de cette table ronde de me rejoindre. Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. Vous pouvez emprunter les 2 escaliers de chaque côté. Florent Tournoy, Gudrun Stock, le général Emmanuel Nagellan, Walter Capillati, Jérôme Ragnès et Pierre Chassigneux. Mettez-vous au milieu. Merci à tous d'être avec nous cet après-midi donc pour parler confiance numérique. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant d'enjeux dans le secteur des paiements en matière numérique. Aujourd'hui, le paiement digital, ce ne sont pour l'instant que quelques pourcents des paiements effectués, mais ce sera une part évidemment significative dans les prochaines années. Certains disent 20% des transactions d'ici 5 ans. On verra bien. Et qui dit transactions digitales dit sécurité et confiance des différents acteurs engagés, en passant, bien entendu, par une identification sécurisée. Marie-Laure Denis, merci d'être avec nous cet après-midi. Je voulais commencer avec vous, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais la CNIL a un rôle vraiment important à jouer dans la réponse des pouvoirs publics aux risques cyber. Racontez-nous un petit peu quelles sont vos actions et quels sont les projets de la CNIL en matière de cybersécurité. Merci beaucoup, oui, vous m'entendez. Tout d'abord, merci d'avoir invité la CNIL à participer à ce forum. Effectivement, en tout cas, la cybersécurité, c'est une des actions prioritaires de la CNIL. Le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui est en vigueur depuis 4 ans et demi maintenant, est le seul texte de portée générale qui impose des obligations en matière de sécurité des données, parce qu'il n'y a pas de protection des données s'il n'y a pas de sécurité des données. Alors, ce sont naturellement des obligations de moyens et pas des obligations de résultats. Des mesures de sécurité qui doivent être adéquates en matière d'authentification, de sauvegarde, de traçabilité, de chiffrement. Et il s'agit naturellement pour les acteurs que vous êtes d'adopter une approche par les risques et qui soit adaptée aux usages qui sont les vôtres. C'est-à-dire qu'on attend d'un site de e-commerce qui protège particulièrement naturellement les mots de passe de ses utilisateurs, alors qu'on va attendre d'un organisme public qui traite des données sensibles, comme des données d'infraction par exemple, qui s'attache davantage aux questions d'authentification et de traçabilité, pour être très concret. Alors il faut bien voir que la CNIL, qu'on voit beaucoup comme un gendarme de la protection des données, fait beaucoup d'accompagnement, et j'insiste sur ce point. On a beaucoup, d'une part, il a été dit tout à l'heure que c'était bien de réfléchir aux usages, aux nouveaux usages du numérique en amont. Nous sommes un régulateur avec une hybridation des services en termes d'informatique et de juridique. Et plus vous venez nous voir en amont et non pas dans une optique de se dire on va faire ceci ou cela parce qu'on craint un contrôle, mais pour voir avec nous comment on peut vous aider pour faire du privacy by design, comme on dit dans notre jargon, pour vos usages innovants, mieux ce sera, mieux on pourra vous accompagner, plus vous nous aiderez aussi à être un régulateur qui a les pieds dans le sol et qui comprend les difficultés ou les problématiques qui sont les vôtres. Donc en tout cas, on a publié dans cette optique d'accompagnement beaucoup d'outils ou de contenus sur notre site internet, qui est consulté 11 millions de fois par an. Il y a notamment une méthode pour l'analyse d'impact sur la protection des données qui vous permet d'évaluer vous-même votre propre sécurité de vos systèmes d'information. On a tous conscience ici que les risques en matière de sécurité, de cybersécurité sont en très forte croissance. La question, c'est pas de savoir si vous allez être victime d'une attaque, mais quand et comment y remédier, comment vous y préparer. Depuis 2018, mais ça c'est plus l'aspect gendarme en tout cas, parce qu'il faut bien qu'il y ait une contrepartie à la responsabilisation en quelque sorte. C'est vrai que la CNIL contrôle systématiquement, lorsqu'elle fait des contrôles, les questions de sécurité de données. Les 2/3 de nos sanctions comprennent des manquements à la sécurité des données. Il y a 30 à 40% de nos sanctions chaque année qui sont exclusivement consacrées aux questions de sécurité des données ou aux manquements qu'on peut constater à la sécurité. Et la cybersécurité, par exemple, cette année,
mais ça sera encore le cas l'année prochaine, a été un des axes prioritaires de contrôle stratégique pour nous, et notamment nous avons émis des sites en demeure, enfin des mises en demeure par rapport à des sites web qui présentaient des failles de sécurité. Donc, failles de sécurité, c'est des mots de passe mal protégés, une absence de gestion de la sécurité des habilitations, la mise en place de sites web qui présentent des failles connues, etc. Il y a une autre obligation dans le RGPD, c'est l'obligation de notifier à l'autorité de protection des données, donc en France la CNIL, les violations des données qui présentent un risque pour les droits des personnes. Si ce sont des violations qui concernent des millions de personnes ou des violations, puisque c'est quand même le cas ici avec des numéros de carte bancaire qui se promènent dans la nature, il faut que dans les 72 heures, à partir du moment où vous prenez conscience de cette violation, vous en informiez la CNIL. Alors pourquoi ? C'est pour voir avec vous, au-delà des conseils qu'on peut vous donner, même si on n'a pas les équipes qu'ont l'ANSSI et on travaille très bien avec l'ANSSI, c'est pour voir avec vous dans quelle mesure vous devez en informer vos clients. L'idée étant qu'un client informé sera mieux à même de prévenir les tentatives de phishing, ces actions malveillantes, qui ont d'autant plus de succès qu'elles empruntent en quelque sorte des données qui sont les vôtres, et vous avez confiance en voyant un mail envoyé par la CNAM avec votre numéro de sécurité sociale, etc. etc. Donc ça c'est important, plus 80% de notifications de violation de données en 2021 par rapport à 2020, on en reçoit 5000 par an, on est un régulateur pas tout à fait naïf, on a bien conscience que c'est très sous-estimé par rapport à la réalité des violations de données. Comme par hasard, le nord de l'Europe, il y a un rapport quasiment de 1 à 10 dans les notifications de violations de données, donc soit ils sont très mauvais, soit ils respectent beaucoup plus la loi, je ne sais pas. Et dans le sud, c'est tout à fait l'inverse, et nous, on a le côté latin, mais avec quand même un petit peu la peur du gendarme, tout en voulant quand même respecter les choses. Donc, en tout cas, je ne peux que vous inciter à notifier vos violations de données. Dans ces violations, il y a 50%, un petit peu moins, de rançongiciel. Voilà, ce chiffrement des données contre le paiement, contre la demande du paiement d'une rançon. Donc il faut être très vigilant, des attaques de plus en plus sophistiquées, et je vais être courte parce qu'on est nombreux à intervenir, mais vraiment on a beaucoup de contenu pour 3 catégories de population assez différentes finalement. Les particuliers avec de la sensibilisation, notamment on vient d'adhérer au GIE cybermalveillance.gouv.fr, donc on participe à toutes ces actions de sensibilisation. Les professionnels de la sécurité et de la vie privée, les délégués à la protection des données, les RSSI, à l'égard desquels on fait des recommandations très concrètes, et puis les spécialistes de la cybersécurité. On est très présent dans tout l'écosystème de la sécurité, de la cybersécurité, notamment au FIC, le grand salon européen de la cybersécurité. Voilà, je ne peux que vous inciter donc à consulter les ressources de la CNIL, à être conscient que pour nous c'est quelque chose d'absolument prioritaire, et vous nous aurez toujours en accompagnement si vous venez nous voir et vous nous demandez des conseils sur le sujet. Merci beaucoup. Juste en complément de 2 petits points, la CNIL a publié un livre blanc, c'est ça, sur les données et moyens de paiement en 2021. Vous pouvez peut-être nous en dire juste 2 3 mots. Oui, bien sûr. Donc, c'est comme vous le dites, c'est un cahier qu'on a publié il y a un peu plus d'1 an, en fait. Maintenant. Pour accompagner les professionnels concernés, pour accompagner sur un certain nombre de questions juridiques. Professionnels, puisqu'il y a beaucoup de questions juridiques, beaucoup d'enjeux qui sont mal connus aussi du grand public. Et c'est très important, puisque c'est quand même le thème de notre table ronde, de contribuer à insuffler de la confiance pour accompagner ces usages numériques innovants, si on veut qu'ils soient utilisés. Et pour les professionnels, l'enjeu, c'est la sécurité juridique, naturellement. Donc, ce livre blanc, c'est une première étape qui met en perspective des synthèses, des pistes de travail, avec une grande variété de sujets comme la circulation internationale, par exemple, des données de paiement. On a beaucoup parlé de souveraineté avant, c'est un enjeu essentiel, en tout cas pour la CNIL, qu'on décline sur beaucoup de sujets, l'hébergement des données dans des clouds souverains, et d'autres sujets. La question de l'anonymat, la question de l'usage des espèces, parce que chacun comprend bien que, évidemment, moins il y aura d'espèces,
plus il y aura de traçabilité en quelque sorte. Alors la traçabilité, ça peut être bien et moins bien, ça dépend de quel côté on se place. Les risques liés naturellement à la numérisation croissante des opérations de paiement, les enjeux du futur euro numérique préparé par la Banque Centrale Européenne, tout ça, ce sont des thèmes que nous évoquons avec beaucoup d'interactions, d'interviews qui ont été faites de professionnels ou d'experts. Ce livre blanc, vous pouvez le consulter sur le site de la CNIL. Il a été élaboré en plus après une consultation publique, naturellement, avec les professionnels et pas seulement. Donc ça va structurer nos travaux à venir et on va publier prochainement une feuille de route pour décliner les priorités de régulation qui seront les nôtres sur ce sujet, la lutte contre la fraude, la tokenisation et de l'accompagnement prospectif. Le but étant vraiment de traiter tous ces sujets de façon la plus partenariale avec les professionnels concernés. Livre blanc qui doit être consultable sur votre site, j'imagine. Tout à fait, il est consultable sur notre site et on en a apporté quelques spécimens. Merci. Ah, d'accord, très bien. Gudrun Stock, bonjour, merci également d'être avec nous. Donc pour la Commission européenne, vous avez chacun un micro, hein, normalement. Voilà, pour des... Très bien. Donc vous êtes en charge de conduire la révision du règlement IDAS. En 2 mots, c'est une innovation juridique européenne pour favoriser le développement des usages numériques en Europe. Un des usages les plus impactés, c'est la signature de documents par signature électronique. Il y a une nouvelle mouture qui est en cours d'élaboration, une version 2 de ce règlement. Dites-nous un peu en quoi cela va renforcer la confiance numérique et où vous en êtes dans ce chantier aujourd'hui. Comment ça va renforcer la confiance numérique par rapport à la version 1, à la première version, tout à fait. Du règlement. Il y a pas mal de différences entre la version 1 et la version 2. Je ne peux pas les énumérer toutes, mais je voulais souligner 3 différences majeures, 2 voire 3. La première différence majeure que je voudrais souligner, ça concerne l'harmonisation je parle souvent en anglais de IDAS, mais très rarement en français. Alors, allez-y, prenez votre temps, on vous comprend très bien, il n'y a pas de souci. Donc la première différence majeure, ça concerne l'harmonisation et l'interopérabilité. Donc, les États membres se sont rendus compte que le système d'interopérabilité fondé sur des différentes solutions d'identité n'a pas donné les résultats vraiment escomptés. Et ça, c'est pourquoi nous avons proposé dans cette nouvelle version de remplacer cette approche par une approche harmonisée qui est fondée sur des normes communes. Et tout ça en espérant que cela suscitera la confiance entre les États membres et que cela apportera des avantages nets aux citoyens et aux entreprises qui opèrent dans le marché unique numérique. Étant donné que la nouvelle proposition elle va combler les lacunes du passé, telles que vraiment la faible adoption des solutions d'identité numérique, le nombre très limité de services qui étaient connectés au réseau eIDAS et puis les flagrantes différences entre la convivialité de ces différentes solutions. Puis la deuxième différence majeure, elle concerne l'ouverture au secteur privé. La version 1 était restreinte au secteur public. Maintenant, la nouvelle proposition, elle va créer des conditions de concurrence équitables en s'ouvrant au secteur privé et va ainsi offrir aux citoyens des possibilités d'accès aux services tant privés et publics. Et ça également, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé de développer le portefeuille au niveau d'assurance élevé, afin de garantir que les citoyens puissent accéder à tout type de services transfrontaliers. Et pour un certain nombre de parties utilisatrices ou relying parties qui vont s'en servir, surtout lorsqu'une authentification forte du client est requise, soit par la loi ou une obligation contractuelle, la proposition rend obligatoire l'acceptation du portefeuille. Et cela inclut les services bancaires et financiers. Donc, ça va concerner pas mal de personnes qui sont dans le public aujourd'hui. Il y a peut-être... À quelle échelle, là, on en est où dans le chantier? Quelle est la perspective de date?
la perspective de date d'adoption. Oui. Pour le moment, on arrive à une première étape très importante au Conseil. On va parvenir à une orientation générale le 6 décembre à la session du Conseil TTE. Donc, c'est les États membres qui ont discuté au Conseil sur un texte de compromis. Le Parlement n'en est pas encore là. Ils vont voter au mois de février, donc on va entamer les trilogues en printemps. Et puis, on peut s'attendre éventuellement à une adoption vers la fin de l'année prochaine. D'accord. Donc, les textes sont encore en discussion. Pour le moment, par contre, cette acceptation obligatoire du portefeuille par certains secteurs privés, qui incluent les services financiers et le secteur bancaire, n'a pas été touché. Est-ce qu'il y a des cas d'usage déjà qui sont testés ou vous en êtes un petit peu dans les tests? On n'a pas encore testé des cas d'usage. On a lancé, la Commission soutient la mise en œuvre du portefeuille par le programme numérique, Europe numérique, en procurant un portefeuille de référence d'un côté et de l'autre côté en cofinançant des projets pilotes à grande échelle. Et ces projets pilotes doivent se développer conformément à l'architecture et au cadre de référence qui est défini au moment même par les États membres dans les discussions sur la boîte à outils commune de l'Union. Et ils doivent aussi se conformer à l'application de référence du portefeuille, donc ce portefeuille de référence. Et l'un des principaux objectifs de ces projets pilotes, c'est de tester l'utilisation du portefeuille autour de différents cas d'usage, notamment les paiements en ligne, les permis de conduire mobile, la santé en ligne, les qualifications éducatives et professionnelles, et encore le secteur de sécurité sociale et le secteur de voyage. Et cela, donc les résultats de ces projets pilotes, ils vont nous aider à définir les exigences techniques pour le portefeuille. Et ils vont aussi contribuer au développement itératif du portefeuille de référence qui va, en fin de compte, être mis à la disposition des États membres pour le réutiliser entièrement ou en partie. Très bien, on va revenir vers vous un petit peu plus tard. Je vais donner maintenant la parole à Florent Tournois pour l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Bonjour, merci également d'être avec nous cet après-midi. En 2 mots, peut-être rappeler que l'Agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'État en matière de titres sécurisés, si je ne me trompe pas. Donc ça va l'immatriculation des véhicules au passeport électronique, passeport biométrique, carte nationale d'identité, etc., etc. Donc avec une numérisation de plus en plus importante des services rendus aux citoyens. Vous êtes donc garant de cette identité numérique régalienne. Quel sera justement votre rôle dans ce portefeuille numérique européen ? Déjà, merci pour cette invitation, d'une part. Et ensuite, au sein du projet France Identité, dont le thème est plutôt la maîtrise des données, en fait, j'imagine que ça convient bien à la présidente de la CNIL, ici présente, qui nous a d'ailleurs félicité sur nos travaux pour aider les citoyens à maîtriser leurs données. En fait, nous sommes investis au niveau d'un projet de consortium qui a répondu à l'appel à projet de la Commission européenne. Donc on est en partenariat avec 19 États membres, avec l'Ukraine à la demande de la Commission européenne. On se positionne sur les 6 cas d'usage proposés par la Commission et on est accompagné par 148 industriels aujourd'hui. Et s'agissant des États membres, on est bien sûr accompagné par chacun des ministères de l'Intérieur, enfin nos homologues et en particulier nos homologues allemands. Donc c'est un gros consortium. On attend évidemment la réponse de la Commission européenne. Je regarde Madame Stock en attendant cette réponse. Et ce consortium est évidemment très sérieux puisque on a notamment les cas d'usage autour de l'ouverture de comptes en banque pour lequel on est accompagné par un certain nombre d'acteurs du secteur, l'ouverture de lignes téléphoniques qui concernent nos concitoyens, l'accès aux services gouvernementaux, on pense à France Connect qui est avec nous naturellement, on a le cas d'usage e-prescription pour lequel on a l'ANS, pour le point de contact français qui nous accompagne, et on a la signature électronique à distance. Voilà. Donc on attend la réponse, on est très organisé et on prépare déjà le succès inévitable, si je puis dire.
Et quel lien vous faites avec France Identité aujourd'hui dans l'identification? Alors aujourd'hui, France Identité, notre projet, dont la baseline, c'est évidemment garder la maîtrise de ces données d'identité. Tout d'abord, notre objectif, c'est de mettre en place un moyen d'identification de niveau élevé au sens IDAS. Donc le but, c'est bien sûr de construire dans le monde numérique l'équivalent de ce qu'on a dans le monde physique. Aujourd'hui, 2 pièces d'identité font autorité en matière de justification d'identité, la carte d'identité et le passeport. Et en fait, dans la vie, quand vous avez, par exemple, un permis de conduire, un permis de chasse ou autre, vous montrez votre carte d'identité et finalement, vous avez une forme de justificatif un peu dérivé. Une carte vitale, vous montrez votre carte d'identité, vous avez votre carte vitale. On va faire l'équivalent dans le monde numérique. On va placer la carte nationale d'identité électronique et la carte nationale d'identité comme éléments support. On va faire une identité numérique de niveau élevé et en fait, naturellement, on aura des dérivations de niveau substantiel ou faible qui pourraient être utilisées par tous les acteurs suivant les différents secteurs et les différents secteurs d'utilisation. Le but, c'est de faire ça. Donc, notre première mission, un moyen d'identification numérique de niveau élevé qui doit naturellement s'insérer dans le portefeuille électronique. Tout ça ne peut pas fonctionner si les gens n'adoptent pas, si je puis dire, le système. Et évidemment, on va travailler sur l'adoption de tout ce système-là, avec des cas d'usage précis, notamment le premier cas d'usage autour du justificatif d'identité. Notre objectif, c'est de remplacer entièrement les photocopies de carte d'identité, ce qui va évidemment impacter les KYC que vous devez tous réaliser. Et aujourd'hui, on essaye de mettre en place un système électronique qui va simplement remplacer, à ce stade, remplacé par un PDF. Il faut y aller doucement probablement dans le monde numérique, qui sera signé par le ministère de l'Intérieur, qui aura un cadre d'usage, c'est-à-dire que ça ne pourra pas être réemployé par ailleurs, qui aura des données sélectionnées par l'utilisateur pour les données qu'il montre à l'occasion de sa démarche, en fait, tout simplement. Et en fait, on sent bien que dans les systèmes d'archivage des différentes entités, s'il y avait une fuite de données, ce ne serait pas réutilisable, contrairement aux photocopies de cartes d'identité. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le point clé pour la maîtrise d'identité. Un deuxième cas d'usage va arriver autour de, finalement, France Identité en tant que fournisseur d'identité. On va être connecté à France Connect naturellement. Et l'idée, c'est d'avoir là une authentification, identification avec un autre facteur, la possession de la carte d'identité. C'est-à-dire que contrairement à des logins, mots de passe ou des choses de cette nature-là, là, il y a un facteur. Il faut voler la carte d'identité pour pouvoir utiliser ce moyen-là. Et pour nous, ça nous semble vraiment le moyen de renforcer tout ce qui existe comme authentification et peut-être uniquement pour les gestes les plus impactants. Par exemple, je remplace mon RIB sur Amélie, c'est impactant, donc peut-être qu'il faudrait renforcer ces éléments-là. Voilà en quelques mots le projet France Identité. Est-ce qu'on avance progressivement en France sur la carte nationale d'identité numérique? Est-ce que les Français vraiment vont vers cette numérisation de leur papier d'identité? On progresse à quelle vitesse à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, nous distribuons environ 6 à 7 millions de cartes nationales d'identité par an. Donc aujourd'hui, enfin à la fin de cette année, on sera à 6 millions de cartes d'identité distribuées. À la fin 2023, on sera à 15 millions, c'est nos estimations. Sur l'identité numérique, on ne prendra que les majeurs à ce stade au regard de la réglementation. Et bien sûr, dans la suite du projet, on va essayer d'être encore plus inclusif pour pouvoir lire les passeports, les titres de séjour électroniques et toucher le maximum de personnes. On va y aller par étapes, donc c'est une démarche progressive. On est aujourd'hui en version bêta. On attend d'avoir le retour des utilisateurs, bien sûr, pour comprendre le bon fonctionnement. Il y a évidemment beaucoup d'appréhension. Quand le ministère de l'Intérieur fait quelque chose autour de l'identité, ça peut susciter une forme de méfiance. Donc il faut y aller très doucement et convaincre les gens avec des usages qui leur sont réellement utiles et qui puissent comprendre la maîtrise des données qu'on leur offre. Et en fait, je vais l'illustrer par un cas d'usage autour du wallet européen. Aujourd'hui, on peut avoir deux visions de la même situation qui sont de nature différente. Je vais louer une voiture, je présente de manière électronique grâce à mon très beau wallet européen mon droit à conduire, mon identité. Et finalement, c'est la manière l'utilisateur présente son titre. Et en fait, c'est l'équivalent de je donne ma photocopie de permis de conduire ou de carte d'identité. Et ça, c'est notre manière de voir. L'autre manière de voir, moins satisfaisante, c'est arriver, dire je suis Monsieur Tournois, la société va interroger les bases du ministère de l'Intérieur pour savoir si c'est bien moi et si j'ai mon droit à conduire. On sent bien que la deuxième situation est un petit peu gênante.
Mais nous, on se place vraiment du côté centré usager pour éviter que toutes les compagnies et autres entreprises accèdent aux bases finalement un peu centralisées. Madame Denis, vous vouliez intervenir? Non, très rapidement. En tout cas, ces questions d'interopérabilité des identités numériques au sein de l'Union européenne, c'est un enjeu très important. Et dans le projet de règlement IDAS, dans la version actuelle du texte, en tout cas, il y a des choses qu'on trouve très positives, et notamment tout ce qui est mécanisme de divulgation sélective d'attributs, comme on dit. Donc très concrètement, ce n'est pas l'exemple de la location de voiture, mais vous allez à la piscine municipale de votre commune pour bénéficier d'une réduction. Vous avez juste besoin de montrer soit votre âge, soit que vous habitez dans la commune, mais on n'a pas besoin de savoir quelle est votre identité en fait. Et ça nous paraît extrêmement positif, tout comme un portefeuille européen qui est facultatif, avec une délivrance gratuite et une gestion du portefeuille qui est laissée aux porteurs. En revanche, le projet prévoit également la mise en œuvre d'un identifiant, mais je parle sous le contrôle de la représentante de la DG Connect de la Commission européenne, qui a très bien présenté les choses, un identifiant unique et persistant, ce qui, du point de vue de la vie privée, en tout cas de sa protection, pour nous, peut présenter potentiellement des risques parce que c'est susceptible, je ne dis pas que ça sera le cas, mais c'est susceptible de permettre en tout cas un profilage permanent de la population, et ça peut faciliter ou favoriser les interconnexions de fichiers. Et en France, c'est vrai que c'est un sujet sensible. La CNIL est née en quelque sorte sur des sujets de ce type il y a 45 ans, et nous avons une politique d'identifiant sectoriel dans le secteur public afin de prévenir ces risques, et nous pensons qu'il y a d'autres mécanismes possibles pour atteindre cet objectif d'interopérabilité sans créer un grand fichier de la population partagé entre tous les États membres. Mais il y a des discussions au Conseil et je ne doute pas que tous ces aspects seront pris en compte. Là, vous avez plutôt remis votre avis de gendarme. Davantage. Davantage. Je reviendrai vers vous après, Florent Tournoy. Général, bonjour, merci d'être avec nous. Général Emmanuel Nagelin, directeur général adjoint de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Vous vous êtes chargé de superviser la protection des réseaux de l'État et puis de toutes les entreprises sensibles en France contre les cybermenaces. Et des cybermenaces, il y en a de plus en plus. On a des exemples un peu tous les jours en ce moment dans l'actualité, de rançons logicielles, notamment dans les hôpitaux, par exemple, dernièrement. Alors, le premier point que je voulais faire avec vous, c'était un petit peu de voir quel était l'état de la menace en ce moment, quel était l'état de la menace générique aujourd'hui. Donc, merci déjà pour cette invitation et me permettre de m'exprimer devant vous. Donc, comme l'a dit le ministre Barrot, effectivement, l'état de cette menace, vous le savez, vous le voyez dans les médias tous les jours, il est extrêmement élevé. Il a vraiment explosé depuis 3-4 ans. Notamment avec cette menace très particulière que vous venez d'évoquer, qui est cette cybercriminalité qui s'est vraiment développée, qui a explosé depuis 2018-2019. Donc cette cybercriminalité, effectivement, ce sont tout simplement des mafias, donc de la criminalité organisée, qui ont tout à fait compris qu'effectivement, grâce au cyberespace, grâce à l'Internet, ils pouvaient aujourd'hui toucher un très grand nombre de cibles potentielles, d'entreprises, de collectivités, de cibles de toute nature, dont souvent d'ailleurs ils ignorent la nature. Et grâce à l'Internet, justement, ils lancent des attaques très généralisées, très massives, sur un peu tout ce qui est vulnérable. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui tous les jours dans l'actualité. C'est ce qui explique aussi, donc c'est une menace totalement indiscriminée, ce qui explique qu'effectivement des établissements publics comme des hôpitaux en France, qui sont bien sûr incapables de payer des rançons, sont très directement touchés, comme évidemment un très grand nombre d'entreprises. Aujourd'hui, cette menace de cybercriminalité, elle touche principalement les petites et moyennes entreprises et aussi les collectivités territoriales. Elle a vraiment évolué depuis quelques mois. Dans un premier temps, effectivement, ces cybercriminels se sont beaucoup intéressés aux grands acteurs économiques, les grandes entreprises, parce qu'évidemment, c'était ces grandes entreprises-là qui étaient capables de payer des très grosses rançons, quoi. Bon, évidemment, les grandes entreprises et celles du secteur bancaire ont été capables de réagir, d'investir. Le secteur bancaire, évidemment, est un des secteurs les plus en avance en termes de cybersécurité. Et donc, pour ces cybercriminels, c'est vite devenu une impossibilité.
Et donc aujourd'hui, ils se rabattent sur effectivement un très grand nombre d'acteurs intermédiaires qui n'ont souvent pas les moyens de mettre ces investissements-là dans leur cybersécurité. Donc encore une fois, des entreprises de taille intermédiaire ou des petites entreprises ou des collectivités territoriales. Avec quel genre de mode opératoire? Alors, il y a aujourd'hui 2 modes opératoires classiques. Le premier mode opératoire, c'est un chiffrement généralisé, c'est-à-dire qu'il pénètre dans votre système et puis il le chiffre entièrement, tout le système. Donc, finalement, votre système se fige, ne bouge plus. Et évidemment, si vous voulez avoir à nouveau un système qui fonctionne, un système d'information qui fonctionne, eh bien, vous devez payer une rançon pour obtenir la clé qui permet de débloquer. Ça, c'est le premier mode opératoire. De plus en plus, ils vont encore plus à la simplicité, c'est-à-dire qu'ils se contentent de voler des données, donc des données qui sont des données sensibles, donc ça peut être des données personnelles évidemment, mais aussi des données d'une autre nature qu'ils estiment sensibles pour leurs victimes, avec derrière un chantage à la divulgation de ces données sur Internet si vous ne payez pas la rançon. Voilà. Alors cette menace-là, effectivement, la cybercriminalité, elle est extrêmement présente, mais comme je l'ai dit, c'est peut-être pas celle qui est la plus prégnante, la plus dangereuse pour le secteur bancaire aujourd'hui, parce que le secteur bancaire, encore une fois, est un secteur qui est très en avance sur ces questions de cybersécurité. Il y a une autre menace dont on entend moins parler peut-être, en tout cas qui est moins visible, mais qui là pour le coup me paraît beaucoup plus importante pour le secteur bancaire, c'est cette menace dite étatique. Cette menace étatique, effectivement, elle est toujours là. Généralement, elle fait peu de bruit, puisque sa finalité, c'est plutôt de l'espionnage. Et effectivement, c'est une menace qui est portée par un certain nombre de grands États qui visent effectivement à pénétrer des systèmes de manière extrêmement discrète. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi de plus en plus, c'est que ces grands acteurs menaçants se posent aussi des questions sur des questions de sabotage. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de résilience. Ils ont bien compris effectivement que la résilience de certains secteurs économiques en France ou en Europe était capitale. Et effectivement, il est aussi possible, grâce à des attaques informatiques, en étudiant un petit peu précisément la chaîne de valeur d'un secteur en particulier, d'identifier assez rapidement, peut-être pas la grande entreprise qui est en tête d'une chaîne de valeur, mais peut-être certains de ses fournisseurs. Qui vont déstabiliser tout le système. Qui vont déstabiliser tout le système, effectivement. Et là, on revient sur ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que ces fournisseurs sont parfois des entreprises de taille intermédiaire qui n'ont pas eu encore le temps ou les moyens d'investir suffisamment sur leur cybersécurité. Donc là, il y a effectivement un vrai risque et on constate de plus en plus ce genre d'attaque un peu indirecte finalement sur la supply chain avec des acteurs étatiques qui sont capables finalement d'analyser cette supply chain aussi bien que vous le faites pour aller identifier quels sont les acteurs critiques que vous connaissez mais qu'eux aussi sont capables d'identifier. Et vous accompagnez, vous conseillez le secteur bancaire. Alors, quelles actions de prévention vous mettez en place avec ce secteur? Sur quel levier vous travaillez aujourd'hui? Alors, il y a effectivement le secteur bancaire, c'est un secteur historique avec lequel on travaille. D'ailleurs, je pense qu'on travaillait déjà avec le secteur bancaire avant la création de l'agence. C'est la carte à puce. C'est peut-être le premier produit qu'on a certifié au sein de l'agence. Donc c'est une activité finalement, je dirais, ancestrale peut-être de l'agence, même si à la hauteur de l'âge de l'agence, le ancestral est peut-être un peu exagéré, mais effectivement c'est un secteur qu'on connaît bien. On travaille effectivement très bien avec le secteur bancaire depuis de nombreuses années, grâce notamment à la réglementation. Ça a été évoqué par les précédents intervenants, la réglementation européenne, effectivement, la directive Nice, la future directive Nice 2, en tout cas la révision de cette directive, qui va nous permettre encore de faire encore plus de choses. On a de la réglementation nationale, on a effectivement tout un panel d'outils de réglementation qui existent et qui sont quand même relativement efficaces, qui nous ont permis de grandement progresser sur ces questions de cybersécurité, parce que finalement, ils nous permettent d'harmoniser sur tout un secteur, voire même sur plusieurs secteurs, les pratiques de cybersécurité. Donc ça, c'est le premier volet, le premier outil qu'on a à notre disposition. Et puis le deuxième,
grand outil qu'on a à notre disposition, c'est la certification, donc qui permet effectivement d'avoir confiance dans des produits ou des services. Parce que derrière ces réglementations, effectivement, on tombe très rapidement sur, encore une fois, des services ou des produits qui sont quand même souvent assez complexes. Et pour évidemment le simple citoyen, mais pour une entreprise, savoir si le mécanisme qu'on lui met à disposition, le dispositif technique, le service qu'on lui offre, finalement, est-ce qu'il est vraiment de confiance? C'est quand même une question assez compliquée, quoi. Donc, ça demande effectivement d'avoir un travail de certification, donc des schémas de certification qui sont établis avec les professionnels du secteur, et puis derrière, tout un mécanisme qui nous permet de nous assurer qu'effectivement, encore une fois, ces produits et services qui sont distribués sont des produits de qualité en lesquels on peut avoir confiance. Et quels vont être les grands défis à venir? J'imagine que vous avez dû en identifier quelques-uns. Alors, la certification, effectivement, il y a énormément de chantiers maintenant au niveau européen, puisque ça a été repris au niveau européen et généralisé au niveau européen. Donc, on a des schémas nationaux qui deviennent, ou en tout cas qu'on essaie de promouvoir au niveau européen avec les autres États membres, encore une fois, pour élargir et avoir une approche vraiment européenne de ces questions-là. On a aussi des approches un peu innovantes en termes de certification. Par exemple, on est en train de certifier la vérification d'identité à distance. Donc ça, c'est le petit dernier des schémas de certification qu'on a publié. Et cette vérification d'identité à distance, je crois que ça fait partie aussi des besoins du secteur bancaire, être capable de s'assurer qu'effectivement, quelqu'un qui, à distance, prétend être telle ou telle personne, que vous ne voyez qu'en visio, finalement, est bien la personne qu'elle prétend être. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les systèmes de deepfake qu'on trouve sur Internet, il est possible, effectivement, de vous faire croire que vous êtes en conversation avec une personne qui n'est pas la personne réelle. Donc voilà, on essaye aussi d'accompagner le secteur à travers des innovations de ce type-là qui après se traduisent par de la certification, encore une fois, et des processus qui permettent de nous assurer que ces mécanismes un peu complexes, eh bien, effectivement, on peut leur faire confiance. Oui, j'imagine qu'il y a plein de choses qui se développent très très vite. Walter Capilati, bonjour. Je vais vous donner la parole. Vous êtes le directeur général de Thales Services Numériques et puis le président de Sens, c'est le club de confiance Thales Google, qui a été récemment créé en juin dernier, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous expliquer les raisons d'un tel partenariat entre Thales et Google, et puis l'ambition évidemment de ce club de confiance Sens? Merci pour cette invitation. Alors d'abord, le partenariat entre le groupe Thales et Google Cloud est un partenariat de très longue date parce que la plateforme de cloud de Google utilise depuis très longtemps des produits de chiffrement et de sécurité qui sont fournis par le groupe Thales et ce au niveau mondial. Donc la connaissance des sociétés est de longue date. Ensuite, le gouvernement, en mai 2021, a présenté sa politique autour du cloud qui a pour objectif de répondre à 3 enjeux. Un premier enjeu de transformation, ensuite de compétitivité et de souveraineté des organisations publiques et privées. Donc, ceci inclut d'abord la doctrine du cloud au centre qui fait du cloud un prérequis à tout projet de transformation numérique pour l'État. C'est un point extrêmement important. Et le deuxième point, c'est le Secnum Cloud, qui est le plus haut niveau de sécurité en termes de protection des données, qui permet d'éviter des fuites de données massives et protéger des lois extraterritoriales. On y reviendra, mais c'est un point important puisque ça comprend des critères techniques, mais aussi des critères juridiques. Donc, la proposition de valeur de Sens, c'est de faire bénéficier aux organisations privées et publiques du meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, c'est la puissance d'une plateforme de cloud publique avec l'ensemble des services que cette plateforme peut apporter, son même niveau de performance,
et le niveau le plus haut de sécurité des données sur cette plateforme avec la labellisation Secnum Cloud, encore une fois, qui empêche une fuite de données massive et qui protège des lois extraterritoriales. Donc, cette proposition de valeur, elle permet d'apporter plus d'innovation, une meilleure performance applicative. Elle permet également de permettre une meilleure flexibilité et une optimisation financière des infrastructures. Elle permet d'utiliser des services qui, autour de la valorisation de la donnée, des technologies d'intelligence artificielle, permettent de créer de nouveaux services, de nouveaux produits, et ce, sur des patrimoines applicatifs dont les données sont identifiées comme sensibles ou critiques, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc c'est cette proposition de valeur que Sens apporte avec cette protection des données au niveau de l'ensemble de la plateforme. Alors quel est le plan de marche, quel est le calendrier de construction de Sens? Alors, quand on parle de labellisation de Secnum Cloud, ce qui est important, c'est de comprendre ce que ça veut dire, la labellisation Secnum Cloud, parce que le Secnum Cloud est une avancée majeure en termes de protection des données pour les organisations privées et publiques. Donc, et ce qui va permettre de comprendre le calendrier. Donc, la labellisation Secnum Cloud, ce sont 4 niveaux de protection. Un premier niveau de protection qui est un niveau de protection juridique, donc en termes de nationalité et en termes de gouvernance. Donc Sens est une société de droit français contrôlée 100% par Thales. Ensuite, les données sont hébergées en France et la commercialisation de la solution se fera par Sens. Donc c'est le premier niveau, protection juridique. Ensuite, il y a un niveau de protection qui est physique, c'est-à-dire que les data centers seront opérés seulement par des personnels et des collaborateurs de Sens, donc de nationalité française. Et une protection logique, c'est-à-dire qu'il y a aussi une protection autour des identités qui sera mise en œuvre. Et la 4e protection est une protection des opérations, ce qui veut dire que l'ensemble des produits de sécurité seront fournis par Thales. La supervision de la solution sera une supervision qui sera opérée par un centre de Thales qui est certifié par l'ANSSI. Là aussi, c'est important. Le support et les opérations seront effectuées par les équipes de Sens. Et enfin, la mise à jour de la solution cloud de confiance sera contrôlée par Sens, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de faire des audits de code, des mises à jour qui seront apportées par la plateforme GCP au niveau mondial. Et donc, qui a pour vocation finale d'obtenir la labellisation Secnum Cloud. Ce sont 270 critères que l'ANSSI a définis pour être labellisé Secnum Cloud. Et nous avons étudié l'ensemble de ces critères. Et avec un dialogue permanent avec l'ANSSI depuis que nous avons lancé ce programme, nous pouvons dire aujourd'hui que la conception de la solution en partage avec l'ANSSI nous permettra d'obtenir cette labellisation. Donc, la solution sera disponible au 2e semestre 2024, donc pour une labellisation Secnum Cloud, puisque nous avons 3 grands programmes en ce moment. D'abord, il faut modifier un certain nombre de composants logiciels de la plateforme Google Cloud au niveau mondial pour permettre la séparation des solutions. Donc, ce sont des centaines d'ingénieurs de Google Cloud Platform qui travaillent en ce moment pour permettre ce qu'on appelle cette refactorisation de la solution. Ensuite, nous investissons sur les data centers et l'ensemble des produits de sécurité que nous allons mettre en œuvre afin de répondre à la labellisation de Secnum Cloud. Et enfin, nous recrutons et nous formons l'ensemble des équipes de Sens en ce moment. Et donc, nous allons créer aussi des emplois en France et
Donc ça, c'est les étapes, les différents défis à relever Voilà, d'ici votre échéance 2024. 2024. Alors, ce qu'on a fait dans cette période qui est actuelle, c'est qu'on a également mis en œuvre une solution dite intermédiaire avec ce qu'on appelle des contrôles locaux par sens, avec un niveau de sécurité qui va être externalisé et opéré par un acteur de confiance qui est Thales, permettant d'ores et déjà, et qui sera en disponibilité générale à partir de janvier, à un certain nombre de clients de bénéficier de l'environnement autour de la plateforme Google Cloud Platform avec un dispositif de sécurité accru par rapport à la sécurité native de Google Cloud Platform. Donc, on a déjà une dizaine de clients qui sont ce qu'on appelle early adopteurs de la solution et ça facilitera également la migration vers la solution finale qui est la solution de cloud de confiance. Maëlle Denis, vous vouliez réagir sur ce cloud de confiance? Oui, tout à fait. Walter Capillati a très bien expliqué, effectivement, en tout cas l'enjeu, parce que l'enjeu, finalement, en étant conforme à la labellisation SecNum Cloud, et j'en profite pour remercier l'ANSSI qui, en tout cas dans sa dernière version de cette labellisation, a intégré les questions de protection des données et notamment l'exigence de localisation en France ou en Europe de ces données avec un travail qui a été très constructif avec la CNIL, c'est d'éviter très concrètement aussi les interceptions des données sensibles par les puissances étrangères. Il faut dire les choses très clairement. Donc nous, on trouve que c'est une initiative formidable. Quand vous êtes conforme à SecNum Cloud, vous êtes conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, vous êtes conforme au RGPD. Et quelles que soient les évolutions du cadre juridique à venir, parce qu'il y a un décret présidentiel américain, un executive order, qui va probablement remédier à la deuxième annulation, suite à un arrêt qui s'appelle l'arrêt Schrems 2 de la Cour de justice de l'Union européenne, du cadre juridique qui permet de transférer les données entre l'Europe et les États-Unis et inversement. Il est vraiment raisonnable pour les entreprises, quel que soit le cadre juridique à venir, vraiment en tout cas pour les données sensibles, d'essayer d'être conforme à SecNum Cloud. Et la CNIL voit d'un très bon œil, je dois dire, ces contrats sous licence ou ces partenariats qui certes permettent de bénéficier de services numériques qui ne sont pas nécessairement français ou européens, mais dans le cadre de structures où les données sont hébergées par des entités françaises ou européennes qui sont exclusivement soumises à des juridictions européennes. Et on espère que le projet de certification européen qui est en cours intégrera ce même niveau d'exigence, notamment en termes d'immunité par rapport aux lois extraterritoriales. Gudrun Stock, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce cloud de confiance? Non, pas forcément. Alors, on va donner peut-être, je reviendrai vers vous après Walter Capillati. Jérôme Ragnès, on ne vous a pas encore entendu pour la FBF. Bonjour, merci d'être avec nous également. Donc la relation de confiance qui est bien entendu au cœur du métier des banques. Comment vous travaillez justement sur cette question de la confiance numérique? Merci de votre invitation. Tout d'abord, la confiance, c'est le socle de la relation que la banque a avec son client. On le sait depuis tout le temps et on le voit dans les études que l'on mène nous chaque année où on a quasiment 70% des clients qui placent la banque comme le premier acteur en qui le client a le plus confiance pour la protection de ses données. Alors pour la protection des fonds, ça va sans dire, hein, c'est notre métier depuis toujours. Pour la protection des données, ça témoigne d'une prise de conscience de ce qu'est la donnée, de la richesse, de ce qu'on peut faire de la donnée. Et ça nous place très loin, enfin je dis nous, la profession bancaire, très loin devant d'autres acteurs de type telco ou je ne parle même pas des GAFA. Là-dessus, cette confiance, elle se bâtit sur la manière dont on travaille et dans ce que l'on propose aux clients dans tout parcours de vie. C'est-à-dire, ça va, je reviendrai sur la deuxième partie de votre question sur la confiance numérique, mais elle s'établit sur cette relation de confiance, cette capacité de la profession bancaire à accompagner le client tout au long de son parcours de vie. Dans prêt étudiant, dans ses difficultés, dans la mise à disposition de moyens de paiement. Je reviendrai sur la sécurité de ces moyens de paiement, qui est aussi une source de stabilité et de confiance, et dans l'accompagnement de son parcours de vie, donc prêt étudiant, prêt immobilier et autres. Cette capacité, cette confiance, elle est je dirais, dans la banque physique, avec le réseau d'agences, les distributeurs de billets et autres.
Et on l'a conduit, on l'a construit année après année du fait de la digitalisation et de l'ouverture et de la création de nouveaux services dans l'environnement numérique. Le général Nagelin parlait tout à l'heure de l'expertise de la profession bancaire, mais qui est inhérente quelque part par construction liée à notre profession. Donc il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de travaux qui sont menés par les banques pour renforcer cette sécurité. Et cette sécurité, on doit également la conjuguer avec l'appréciation et la capacité à produire des services ou à répondre aux attentes de nos clients en termes de nouveaux services, de nouveaux usages et d'une flexibilité, de fluidité dans l'utilisation des moyens de paiement et même, je dirais, la manière de consommer la banque. Et ça, on le voit il y a encore 20 ans, ou un peu plus même, on faisait la queue chaque samedi matin à son réseau d'agences bancaires. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais on a une relation qui est beaucoup plus étroite avec sa banque parce que finalement, la banque, on l'a, je pense que si on interroge ici, peut-être qu'on n'est pas représentatif dans cette salle, mais tout le monde a son application bancaire dans son smartphone. Et moi, personnellement, je ne suis peut-être pas encore moins représentatif que les autres, mais on consulte ses comptes bancaires très souvent. On est en opération, en contact permanent avec sa banque, du fait des opérations de paiement qui sont à la fois, qui ont évolué, qui sont très inclusives, c'est-à-dire qu'on propose des moyens de paiement qui sont d'un autre temps, mais je ne les détaillerai pas, vous les avez reconnus, mais qui vont sur le paiement par carte, avec la capacité aussi de la profession, avec les schemes, avec le scheme CB, de proposer dans un environnement très contraint qui était le printemps 2021 avec la première vague de Covid, cette capacité à modifier les plafonds du paiement sans contact, tout en s'assurant qu'on ne va pas détériorer une situation qui était quand même à l'époque très, très compliquée. En accompagnant aussi nos clients à l'utilisation de nouveaux moyens de paiement, donc le moyen de paiement par mobile, et en les accompagnant aussi dans une transformation dans la manière de consommer la banque, notamment dans le cadre de la directive service de paiement 2, avec la mise en place de l'authentification forte, qui vient sécuriser aussi l'usage, et l'usage qu'on a d'une consultation de compte, mais des opérations bancaires. Et là-dessus, nous, on travaille sur cette confiance numérique qui est nécessaire et sur laquelle on travaille, je dirais, sous trois axes. Un premier axe qui est plutôt un axe préventif, de pédagogie, qui est au travers d'un rappel d'éléments de communication sur le fait qu'il faut faire attention à la manière dont on répond à des mails, dont on ouvre des pièces jointes, quel est l'usage que l'on fait de l'outil informatique, de la protection de ses identifiants, de son code bancaire, mais de ses identifiants de banque. Ça, c'est le premier axe. Et on a des travaux et des réflexions au niveau interbancaire pour encore davantage travailler sur ces aspects préventifs, au-delà même des aspects de communication. On est en train de travailler des réflexions collectives sur ces sujets-là. Le deuxième axe, c'est un axe curatif, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une fraude, c'est la manière dont on va répondre aux clients, dont on va accompagner le client dans sa fraude, dans le remboursement de sa fraude, tenter que cela entre dans le cadre juridique qui a été défini, bien évidemment. Et le troisième axe, c'est l'axe répressif. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé de manière très, très récente. C'est la capacité à travailler au niveau national, au niveau des grandes banques, avec les forces de police et de gendarmerie et avec le parquet national pour apporter finalement au niveau national ce faisceau d'informations qui va permettre aux enquêtes de police et de gendarmerie d'arriver à leur terme et au parquet national d'avoir une vision exhaustive et nationale de ce qu'est la fraude. Voilà, c'est au travers de ces axes et de tout le travail des investissements que l'on mène qu'on essaie de maintenir et d'augmenter encore la confiance que les clients placent en leur banque sur les aspects numériques. Pierre Chassigneux, on va terminer avec vous cette table ronde sur les principaux enjeux portés par la digitalisation des moyens de paiement et les sujets évidemment d'identification, d'authentification qui deviennent vraiment majeurs dans le secteur des paiements. Oui,
Comme le disait Philippe Lolani tout à l'heure, aujourd'hui, les paiements digitaux, c'est dans le domaine carte bancaire, CB, c'est minoritaire, c'est quelques pourcents. Mais si on se projette à 5 ou 10 ans, ce sera probablement plus d'un tiers des paiements par carte. Et je rappelle qu'on a aujourd'hui 14 milliards de transactions CB par an. Et donc le sujet de la sécurité des paiements digitaux, c'est un sujet qui va devenir absolument majeur. Pourquoi il est majeur? En fait, il y a deux grands sujets dans la sécurité des paiements digitaux. D'abord, il y a le sujet de l'activation du wallet de paiement digital. Parce qu'en général, aujourd'hui, quand on a une solution de type XXP, je ne vais pas dire quel est le X, il faut effectivement dériver, entre guillemets, c'est comme on disait un peu l'identité numérique, on va dériver sa carte bancaire pour en faire un moyen de paiement digital. Eh bien, cette opération de digitalisation, qui constitue un enrôlement, un processus de KYC, on va dire, d'une certaine manière, eh bien, il est fragile, entre guillemets, potentiellement. Il est attaquable. Donc, il y a un premier souci qui est comment garantir que ce processus d'activation soit d'un niveau de sécurité élevé et en même temps qu'il ne soit pas trop contraignant. Parce que s'il est trop contraignant, on ne digitalise pas, on laisse tomber. Donc, vous voyez, cette espèce de compromis entre la sécurité et puis la facilité d'utilisation. Donc ce sujet, et quand on voit aujourd'hui les fraudes qu'il y a sur ces fameux XXP, eh bien, ils sont beaucoup plus liés au processus d'activation, au processus d'enrôlement, qu'au processus, à l'utilisation même des moyens de paiement. Deuxième cas, c'est l'usage. Donc j'ai effectivement, prenant l'hypothèse que j'ai bien activé, que je suis bien celui que j'ai prétendu être au moment de l'activation de ce moyen de paiement digital, je vais l'utiliser. Donc là, le sujet, c'est comment garantir pendant cet usage eh bien, que ce moyen de paiement ne va pas être détourné. Comment garantir la confidentialité des données? Comment garantir l'intégrité des transactions? Comment garantir la disponibilité de services? Eh bien ça, par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, ça sous-tend la mise en place de schémas de certification qui vont permettre effectivement d'établir des exigences de sécurité, des objectifs de sécurité pour s'assurer que les produits, les wallets de paiement digitaux qui vont être émis répondent bien à ces niveaux de sécurité qui ont été définis. Et c'est très compliqué. Parce qu'une carte, on le disait tout à l'heure, ça fait 25 ans qu'on travaille avec l'ANSSI, à l'époque c'était le SCSI, pour mettre en place un schéma de certification sur la sécurité des cartes. Entre nous, c'est relativement simple. Quand on passe sur un wallet de paiement digital, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, dans les nouveaux moyens de paiement digitaux, je ne parle pas encore une fois des XXP, je parle plutôt des nouveaux moyens de paiement digitaux, on parlait de l'instant paiement, etc. En fait, les applicatifs, ils ne sont pas uniquement dans le smartphone, ils sont en partie dans le smartphone, en partie sur des serveurs distants. Et donc, il va falloir évaluer la sécurité de l'ensemble de ces composants. C'est donc l'évaluation, ce qu'on appelle de la sécurité d'un système et non plus d'un produit. Et là, pour les experts de la sécurité, il y en a un certain nombre dans la salle, c'est un sujet éminemment complexe. Donc là, il y a un enjeu de sécurité majeur qu'on étudie bien sûr avec les grands industriels du domaine pour garantir dans le temps, parce qu'il ne suffit pas que le niveau de sécurité soit atteint à l'instant où on va émettre le produit, il faut garantir ce niveau de sécurité pendant la durée de vie du moyen de paiement, souvent quelques années. Et donc ça sous-tend des processus de maintenance sécuritaire qui, là aussi, nécessitent des vraies compétences, une adaptation, parce que les menaces ne cessent d'évoluer. Et puis je voudrais souligner un point important, différent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai dit, quand on parle de sécurité, on a le triptyque intégrité, confidentialité, disponibilité de service. Je viens de parler de l'intégrité, de la confidentialité. Le sujet de la disponibilité de service va devenir là aussi absolument majeur. Pourquoi majeur? Parce que ces nouveaux moyens de paiement, ils seront tous online. C'est fini les transactions. Vous savez, la plupart des transactions par carte bancaire, CB, elles étaient jusqu'à encore peu de temps majoritairement offline. Avec le sans contact, les choses sont en train d'évoluer. Mais ça veut dire que la transaction ne nécessitait pas de faire une demande d'autorisation, donc elle était faite sur le moyen de paiement lui-même, sur le terminal de paiement lui-même. Quand on est sur des wallets de paiement digitaux, tout est online. Tout est, entre guillemets, et de plus en plus sera dans le cloud. Et donc le sujet de la résilience des moyens de paiement, le sujet de la disponibilité de services est un sujet absolument majeur qui ne va pas devoir se traiter a posteriori. C'est-à-dire, ce n'est pas une fois que je vais avoir émis ce moyen de paiement que je vais devoir me poser la question de la disponibilité de services
du niveau de disponibilité de service, c'est by design, comme vous le disiez tout à l'heure, que je vais devoir traiter ce sujet de résilience et donc m'assurer que j'ai prévu, pourquoi pas, des solutions de backup, parce qu'on ne peut pas, je dirais, écarter le fait qu'à un moment donné, le réseau ne sera pas disponible ou que le serveur ne sera pas, entre guillemets, accessible. Et donc, je dois anticiper ces risques-là et prévoir des solutions de backup qui ne présenteront pas toutes les garanties de sécurité que la solution, je dirais, nominale, mais qui pourtant permettront, pendant une durée limitée, de traiter un maximum de transactions. Ça, c'est absolument fondamental. Et ça se traite maintenant. Ça se traite au moment de la conception de ces dispositifs. Donc voilà, donc l'enjeu du paiement digital, il est absolument majeur en termes de cybersécurité, mais on a la chance d'avoir en France à la fois des industriels, des laboratoires d'évaluation et la NSSI que je remercie, parce que grâce à tous ces acteurs, à cet écosystème, on est parmi, je pense, les pays dans le monde les mieux armés pour sécuriser, je dirais, de manière très élevée nos moyens de paiement. Et Pierre, l'année dernière, vous nous aviez parlé d'une étude en cours sur une offre service d'authentification multisectorielle et multi-usage. Vous en êtes où aujourd'hui? Je n'ai que des bonnes nouvelles. Je suis ravi parce que Walter est là et il n'en a pas parlé, mais je lui laisserai la parole aussi parce que on a donc eu il y a un an à peu près le feu vert de l'ensemble des directions générales des établissements bancaires, donc c'est quand même quelque chose d'important. Depuis la création du groupement des cartes bancaires, je rappelle en 1984, on n'avait pas eu un affectio societatis aussi large pour le lancement d'un nouveau service que je précise que c'est aujourd'hui une phase pilote. La décision de lancer le service commercial sera prise probablement au milieu d'année prochaine. Pour l'instant, on est dans une phase pilote. Alors c'est quoi, très concrètement? Philippe Lelani parlait tout à l'heure, on parlait de Google Login, Facebook Login. La sécurisation de l'entrée en relation, elle est majeure. La protection des données dans l'entrée en relation, elle est absolument majeure. Aujourd'hui, elle est gérée comment? Soit en login password, et là je pense que je n'ai pas besoin de faire d'explication, soit avec Google, avec Facebook, pour se loguer. Ça marche, mais en termes de protection des données personnelles, c'est absolument catastrophique. Donc nous, notre ambition, elle est très claire. Elle est d'offrir, grâce à un service qu'on appelle aujourd'hui BeConnect, la capacité de se loguer sur tous les services privés. J'insiste bien, on est complémentaire de France Connect, on n'est pas en compétition avec France Connect, on est complémentaire de France Connect, mais tous les sites du secteur privé, de pouvoir se connecter avec un seul bouton, BeConnect. Donc c'est à terme des milliards de transactions, d'identification, d'authentification qui seront traitées avec BeConnect. On a, et je juste fini, on a lancé un appel d'offres, on a un super tandem industriel, je vais passer la parole à Walter, Accenture sur la maîtrise d'œuvre, Thales sur le volet sécuritaire et sur la partie hébergement dans le fameux cloud. Voilà. Alors, les réactions de Walter Capilati, peut-être, donc à cette offre BeConnect, puis Jérôme Agnès après. Donc ce qu'on peut dire, c'est que définitivement la dynamique autour de la transformation digitale et de l'adoption du cloud dans le secteur bancaire est lancée, puisque aujourd'hui, en 2022, ce sera près de 800 millions d'euros qui vont être investis. Ce montant d'investissement va être doublé à horizon 2026. Donc la dynamique est là, avec des mises en œuvre de stratégies de cloud qui sont des stratégies de cloud hybrides avec du cloud privé, du cloud public et maintenant et demain des solutions de cloud de confiance avec des fournisseurs de cloud qui sont aussi multiples dans le cadre de ces stratégies. Le sujet est quels sont les use cases, les cas d'usage qui vont permettre de bénéficier de l'ensemble des services du cloud tout en étant sécurisés afin d'améliorer les niveaux de service qu'on peut fournir, la rapidité de mise en œuvre de ces niveaux de service par rapport à la connaissance d'un profil utilisateur, la valorisation de ces données et de mettre en place l'ensemble des technologies d'IA, de machine learning, de valorisation des données qu'apporte le cloud sur justement ces cas d'usage. Alors BeConnect, c'est un formidable projet qui justement va permettre de bénéficier de cette authentification unique en capitalisant sur l'authentification
propre de cette grande banque. Hein. C'est un beau projet et qui, effectivement, sera hébergé par la solution cloud de confiance avec contrôles locaux par Sens. Et donc, on est ravis, dans le cadre de ce partenariat industriel, de participer à cette phase pilote du projet. Jérôme Ragnès, comment vous voyez ce projet BeConnect ? De manière très, très favorable, comme l'a rappelé Pierre, c'est un projet sur lequel qui a pu se faire parce que les grandes banques ont toutes adhéré en fait au projet qui était dessiné par carte bancaire. Il est important parce que, comme l'a rappelé Pierre, aujourd'hui pour s'authentifier, il y a différentes méthodes qui sont, on peut dire, amendables, voilà, pour utiliser un terme qui froissera personne. Et quelque part, on le voit aussi dans les enquêtes, hein, sans rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est vers la banque, c'est envers la banque qu'on a le plus confiance. Donc le fait qu'on ait un bouton BeConnect qui s'appuie sur un travail et sur des données qui sont transmises comme ça, c'est aussi un projet qui porte, je dirais, le sérieux et l'attachement que les banques, le jeu carte bancaire et les industriels qui participent à ce projet ont d'une plus grande sécurité dans l'utilisation des données. Et je pense que c'était aussi l'objet de notre table ronde sur je dirais, la nécessité du renforcement de cette confiance sur le numérique. Il me semble que c'est un projet qui répond à cette dimension et qui en plus a, je dirais, la vertu de pouvoir se projeter dans une perspective qui est aujourd'hui nationale, mais qui se dessine à un niveau européen avec le wallet de la Commission. Je pense que pour conclure, Général, on peut dire qu'il est vraiment nécessaire effectivement de se protéger parce que les attaques sont toujours plus importantes, toujours plus poussées et que personne n'est à l'abri. Absolument personne. Oui, effectivement, personne n'est à l'abri. Tout à l'heure, j'ai entendu la question n'est pas de savoir si, mais quand on va être attaqué. Je dirais même plus, la question c'est de savoir qu'est-ce que je fais si je suis attaqué. C'est vraiment ça. Donc, réfléchissez dès à présent. Dites-vous, voilà, qu'est-ce que je fais si demain je subis une attaque informatique, si demain je n'ai plus de messagerie, si demain tout mon système informatique est complètement bloqué, comment est-ce que je continue à fonctionner, ou en tout cas, comment je m'organise pour le plus rapidement possible revenir à un état de fonctionnement le plus satisfaisant possible. C'est vraiment ça la question qu'il faut aujourd'hui se poser. Donc on va retenir ça en guise de conclusion. La question, c'est de savoir pas si on va être attaqué, mais quand on va être attaqué, donc se préparer. Merci beaucoup à tous les 7 d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci, je vais vous laisser. Oui, bien sûr, allez-y. On a parlé, soulevé de tas de dimensions qui sont importantes pour le paiement de demain. Imaginons ensemble le paiement de demain, c'est le slogan de la journée et de CB. Et je voudrais dire que notre portefeuille espère faire partie de cette vision. Et s'il y a quelqu'un dans l'audience qui a des questions à nous poser, qui veut contribuer à nos travaux, puisque nous sommes quand même au départ de notre aventure portefeuille par rapport Européen. au paiement, vous êtes les bienvenus, nous sommes à l'écoute. Merci beaucoup. Eh ben, n'hésitez pas, effectivement, à venir vous poser vos questions. Merci pour ce message. Merci, je vais vous laisser regagner la salle.